Bonjour à tous, quel avenir politique pour Marcel Sigiscard à Pointe-à-Pitre? Que pèse-t-il aujourd'hui sur l'échiquier pointois? Faudra-t-il compter avec lui pour les départementales à venir? Marcel Sigiscard, conseiller départemental sortant à Pointe-à-Pitre, est l'invité de Franc-Parler. Marcel Sigiscard, bonjour. Bonjour, Monsieur Fendéré, bonjour aux téléspectateurs de TV. Vous serez de la bataille pour les départementales qui s'annoncent? Écoutez, je suis un homme politique, je serai forcément de la bataille, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura 2 élections en même temps. Et donc je serai présent pour accompagner, pour dire ma voix, à la population, dans quelle que soit l'élection qui à venir. Candidat pour défendre votre bilan? Tout d'abord, il faut pouvoir répondre à l'attente de la population, ce que je continue à faire dans ma fonction de conseiller départemental. Je le fais assidûment auprès de la présidente du département, de par les délégations que j'ai. Je continuerai jusqu'au bout. Et puis, c'est normal qu'on puisse donner un bilan à la population de ce qu'on a fait. Et puis, pour le reste, nous sommes en attente de décisions gouvernementales pour savoir, de toute façon, si les élections auront lieu. Mais en tout cas, quelle que soit la décision qui sera prise, je serai présent, comme je vous l'ai dit, aux élections. Nous verrons laquelle. Votre bilan de conseiller départemental sortant, parlons-en. Écoutez, je suis membre de plusieurs commissions, en particulier en ma qualité de président délégué de l'Office de l'eau. J'œuvre pour cette mission que vous connaissez très bien et qui fait l'actualité constante de la population. Mais je dirais, en tant que président délégué de l'Office de l'eau, nous ne traitons pas que le sujet des difficultés d'aujourd'hui, mais nous prévoyons l'avenir. Je dois rappeler aux téléspectateurs que depuis 2012, nous avons envisagé de rassembler les structures à l'époque, suite à des audits que, à la demande de l'ancien président du département, M. Gillot, nous avions qui nous avait commandé et que nous avions fait. Aujourd'hui, nous avons refait ces diagnostics mis à la disposition des EPCI depuis la loi Nautré, qui montre qu'il faut encore se regrouper. Parallèlement, les collectivités ont mis de l'argent pour refaire les réseaux. N'empêche qu'il faut aller plus loin et il faut continuer. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'il y a 2 projets qui sont faits jour, s'agissant de la structure unique. À la fois un projet gouvernemental porté par 2 élus de la Guadeloupe, Justine Bénin et Théophile, et puis ce qu'a voté la CDCI qui va dans ce même sens-là. Donc cela signifie que nous avions raison, que j'avais raison de proposer ça depuis fort longtemps, parce que le constat qui était fait, c'est que, 1, nous avions des problèmes d'organisation, 2, des problèmes de facturation, 3, des problèmes de distribution courante de l'eau, donc des problèmes de gestion, et qu'il fallait à la fois apporter des solutions techniques, financières et en matière de ressources humaines pour structurer et proposer des solutions pour cela. Je rappelle également que dans le cadre du SDAGE, schéma directeur d'eau et d'aménagement du territoire, celui qui est en cours aujourd'hui, que j'ai eu l'occasion de faire voter et signé par l'ancien préfet, est court et prévoyait cela. Et le nouveau, il est en cours de révision et il encore prévoit à la fois des problématiques de préservation de la nature, des problèmes de chlordécone, des problèmes de pesticides. Donc il faut que les Guadeloupéens s'imprègnent de ça. Ils le font sous le prisme des problématiques de la facturation, que je pense qu'il faut régler, parce qu'effectivement, quand certaines factures partent d'une collectivité ou d'une régie, avec des sommes qui peuvent paraître exorbitantes, à mon avis, il faut que, dans leur procédure, qu'ils puissent bloquer ces factures. Ce que nous avons d'ailleurs proposé de faire par l'émission que nous avons initiée par Loyo et Antsiang, qui faisaient des schémas directeurs pour préfigurer la structure unique. Je pense que cela devrait aller, mais il faut régler ce problème à la fois de ressources humaines et ce problème sensible de facturation. Et pour avancer sur ce dossier de l'eau, il fallait passer par la loi. Mais écoutez, il y a 2 propositions qui se font jour, comme je vous ai dit, pas forcément par la loi, parce que je crois... c'est ce qui se passe. Mais il y a la décision de CDCI, j'attendrai que le préfet puisse signer la décision prise en CDCI le mois dernier.
le 4 mars plutôt, qui donne un périmètre qui comprend l'ensemble des EPCI et des syndicats, à l'exception de Cap Excellence, pour permettre de faire cela. Et si c'est par la loi, il faudra appliquer la loi. En tout état de cause, ce qu'a besoin les Guadeloupéens, je crois que c'est ça qu'il faut mettre au centre, c'est qu'ils aient de l'eau en permanence, de qualité, en quantité. Je crois qu'avec les travaux qui ont été initiés par le département en particulier, je rappelle que le département a toujours œuvré dans ce sens-là, puisque le département à l'origine est propriétaire de réseaux d'eau agricole importants, et que le département met à disposition à la fois des distributeurs pour la potabilité de l'eau et pour les agriculteurs. Nous sommes fondés à pouvoir poursuivre cela. Et aujourd'hui, la région, l'État et tout le monde se met d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut un plan Marshall pour régler ce problème. Et à la fois de la gouvernance, et j'entends les associations d'ailleurs, qui sont aujourd'hui dans le conseil d'administration de l'Office de l'eau, pour le dire. Et je crois que c'est de ce côté sensible, il faut le faire pour redonner de la confiance en la parole politique. Pour revenir justement à la politique et à votre actualité de conseiller départemental, il vous importe aujourd'hui de ne pas disparaître des radars à Pointe-à-Pitre? C'est ça l'enjeu pour vous? Ben, écoutez, vous avez, après les élections municipales, j'ai pris du recul, eu égard aux résultats que la population a voulu. Hein, donc, il n'y a pas de langue de bois à avoir là-dessus. Mais je continue à travailler dans ma mission, et j'ai des relations courtoises avec la municipalité actuelle, parce que forcément, un conseil départemental a des relations avec les élus de proximité du territoire pour lequel il a été élu. Ben, voilà, je continue cette mission-là. Et puis, toutes les missions qui me sont confiées actuellement dans les différents conseils d'administration, de la SIC, du SDIS, je continue à œuvrer pour que les choses puissent avancer. Vous avez pu le voir que dans le cadre du conflit des entreprises, j'y ai travaillé, j'ai participé activement aux côtés de la présidente. Ponctuellement, je travaille également avec la présidente et d'autres élus sur la résolution d'un certain nombre de problèmes, en particulier sur les grèves qui ont eu lieu à Déé, dans la Carrière, et à Rivière-Sens. Nous avons, le département, la région et l'État, joué des facilitateurs pour permettre de sortir de cette crise qui était importante. Aujourd'hui, nous avons une autre, c'est celle des collectivités, qui malheureusement pénalise la population à nouveau. Et comment on en sort? Écoutez, c'est une expérience que j'ai eue. Hein. En 1998, j'étais aussi négociateur pour la ville de Pointe-à-Pitre. C'était aussi un problème d'application du droit, à la fois pour la titulation des TUC, la titularisation des agents, la reconstitution de leur carrière. Je pense que ce travail avait été fait. Et tout comme le propose aujourd'hui l'association des maires, et je rappelle qu'il n'a pas pouvoir, mais qui peut jouer de facilitateur, puisque la loi veut que chaque collectivité gère librement son budget et son personnel. N'empêche qu'il y a un cadre juridique et un cadre réglementaire qu'il faut appliquer. Et lorsque, en 1998, voire jusqu'en 2000, nous avions fait ce travail-là avec d'autres, on avait mis en place une commission pour donner des pistes avec des DGS, des DRH, et nous avions préconisé un certain nombre de choses en fonction des capacités financières et budgétaires de chaque commune. Aujourd'hui encore, les collectivités ont du mal budgétaire, tout le monde le connaît, donc il faut que, à la fois, on puisse répondre aux attentes des salariés, des agents plutôt, mais également tenir les budgets des communes, puisque par ailleurs, la Chambre régionale des comptes demande d'appliquer à la fois la loi, mais de respecter le cadre budgétaire de chaque commune en fonction de leur capacité. Donc il faut que le dialogue puisse se faire. C'est compliqué pour l'instant. Oui, je le constate, mais il faut que... de toute façon, il n'y a pas moyen de sortir d'une grève sans dialogue. Donc il faut que les deux parties puissent se rencontrer à nouveau dans l'esprit que l'intérêt général, c'est le service à la population, mais également de préserver la carrière des agents qui ont pour mission de servir les citoyens. C'est des choses qui sont importantes, et je crois que c'est le bon sens qui doit prévaloir dans cela, et l'expérience de 1998 montre qu'il faut anticiper souvent les crises, parce qu'il y a des lois, et on voit que
il y a la loi sur les LDG, les directrices de gestion qui sont sorties en 2019, très rapidement en décembre 2019, et qui doivent être appliquées en 2020, et que les collectivités n'ont pas eu le temps de mettre en place parce qu'il faut toute une série de négociations. Et donc, je suppose que les syndicats veulent que les situations antérieures soient rétablies avant, mais en tout cas, je pense qu'on peut mener en parallèle ces deux actions. Il faut que les RH, les DGS puissent travailler sereinement pour ça, et c'est dans un accord partenarial qu'on peut le faire, puisque cette réforme veut qu'en plus que les CAP vont peut-être disparaître, donc les maires auront plus de loisirs, plus de pouvoir ou pas. Donc le dialogue est très 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 important dans ce sens-là. Il faut que les deux parties puissent se retrouver et travailler dans l'intérêt de commune. Parce que je viens d'être interrogé sur les travaux qui ne sont pas faits, des appels d'offres qui ne sont pas sortis, des enfants qui ne vont pas aller à l'école. De par la crise déjà de Covid, la crise de masques. Aujourd'hui, les maires ne peuvent pas ouvrir les cantines, donc les enfants guadeloupéens ont besoin de pouvoir être scolarisés correctement, suivre une scolarité normale pour être en compétition avec l'ensemble des petits Français ou les enfants du monde. Hein. Donc le dialogue, il faut privilégier le dialogue pour s'en sortir. Vous aviez claqué la porte du PPDG. Aujourd'hui, où êtes-vous et d'où parlez-vous, Marcel C. Giscard ? Écoutez, j'ai constitué un groupe qui continue à travailler. Je ne suis encarté nulle part aujourd'hui. Bon, de toute façon, on ne peut pas faire de politique sans rapprochement avec d'autres personnes. C'est ce que nous allons faire, ce que nous ferons dans les jours à venir. Et que reste-t-il du PPDG ? Alors là, il faudrait le demander au président du PPDG, aux membres du PPDG. J'ai écouté avec attention mon ami Christian Baptiste que vous avez eu à interroger. Je l'ai régulièrement au téléphone pour d'autres sujets, et donc du PPDG. Donc je garde un certain nombre de contacts à la fois avec le Parti socialiste, avec le PPDG, mais avec d'autres, pour pouvoir me positionner et positionner les membres de mon groupe. Très bien. Ce sont les départementales, votre priorité, pas les régionales? Alors, ça pourrait être les régionales, pourquoi pas. Le changement peut être une bonne chose pour permettre d'avoir une vision encore plus large de la vie politique et de la Guadeloupe. Je rappelle que je suis conseiller départemental depuis 2004, donc je donne. C'est une belle assemblée, aux côtés de Mme Borel et des autres collègues. Nous faisons un excellent travail de proximité, un excellent travail même en investissement pour permettre à la population, et on le voit en plus avec la crise du Covid, que le département joue pleinement ce rôle. Et nous verrons que dans les jours à venir, que la région aussi doit jouer son rôle économique, de perspective pour donner de la lisibilité et une vision à la Guadeloupe. Et je pense que c'est cela qu'il faut pouvoir dire à la fois aux jeunes, aux entreprises, aux personnes qui viennent chez nous, voilà quel cap que nous voulons donner à la Guadeloupe dans les années à venir, dans 4, 5, 5 ans, et pas seulement sur une vision du temps électoral. Nous savons très bien que le temps électoral, c'est 6 ans, c'est 5 ans en fonction du calendrier politique, mais il faut voir plus loin, parce que quand un chef d'entreprise investit, il investit pour une durée longue. Quand une personne est salariée dans une entreprise, elle a besoin de visibilité parce qu'il faut soit du commerce, soit des travaux à long terme pour aménager la Guadeloupe. Et donc, il faut que la région puisse donner ce cap-là, à la fois dans le monde artisanal, le monde de l'entreprise, le monde des étudiants, parce que c'est dans ses missions, et surtout l'agriculture, parce que je pense que nous avons des terres agricoles, nous avons vocation à pouvoir faire du développement économique pour pouvoir servir notre population à long terme. La pré-campagne est lancée, la bataille promet d'être féroce. Tous les coups sont permis désormais en politique, plus encore qu'hier. Écoutez, personnellement, je crois qu'à la probité de chacun, lorsqu'on vient en politique, tous les coups ne sont pas permis, si l'on peut dire. Mais en tout cas, il y a des règles de droit qui régissent la personne qui doit aller aux élections. Il appartient à chacun de pouvoir respecter, lorsqu'il a un mandat, les règles, que les collectivités puissent respecter les règles, servir la population et non pas se servir. Pour vous, Marcel C. Giscard, où se situent les vrais enjeux du pays au-delà
des luttes pour le pouvoir et les ambitions personnelles? Mais écoutez, je viens de vous le dire, la Guadeloupe a besoin de visibilité à la fois dans la mouvance de la France à laquelle nous appartenons, mais dans notre giron caribéen, parce que nous sommes en compétition avec les autres et que la capacité de la Guadeloupe à pouvoir se projeter dans l'avenir est très importante, à la fois en matière de santé, en matière de développement économique, je viens de vous le dire, agricole, mais en matière de formation, l'université qui doit donner en général dans un pays le là sur l'avenir à travers les programmes, à travers les chercheurs qu'il fait sortir de ses rangs, et cela permet d'avoir une division. Donc nous avons besoin d'une place importante dans la Caraïbe, mais également dans la France pour pouvoir, quel que soit le statut qui pourrait venir, parce que là aussi on a besoin d'une visibilité dans le statut de la Guadeloupe. Nous sommes aujourd'hui une collectivité monodépartementale, on a besoin de clarté parce que les deux collectivités peuvent à quelquefois se chevaucher malgré la clarification sur les compétences de chaque collectivité, mais on voit bien qu'il faut des regroupements quelquefois. L'exemple de l'eau est l'exemple typique. Il y a les déchets qui donnent cet exemple-là également, mais on le voit, je prenais un exemple à un ami il y a un instant, en disant, par exemple, aux routes de Guadeloupe, les deux collectivités ont su créer tout de suite, à l'issue de la loi ou le transfert des routes à la région, une structure partenariale qui fonctionne. Donc, l'exemple peut être donné lorsqu'il y a de l'intelligence de zone. Donc, la Guadeloupe a besoin de visibilité. La Guadeloupe a besoin que ses finances soient saines pour pouvoir donner du travail à nos jeunes, pour pouvoir permettre aux entreprises d'investir, permettre que l'économie touristique puisse fonctionner. Donc on a besoin de visibilité au-delà de la période électorale. La nouvelle majorité municipale à Pointe-à-Pitre, elle est sur la bonne voie ou pas du tout? Écoutez, je n'ai pas de jugement de valeur à donner à ce stade, de la mesure qu'ils ont trouvé une situation que vous connaissez. Je pense qu'ils ont dû voter le budget, ils ont eu des relations. J'ai entendu dans les actualités que le gouvernement a retenu la candidature de 3 communes en Guadeloupe pour le plan d'investissement d'outre-mer qui accompagne les communes, c'est Basse-Terre, c'est Saint-François et Pointe-à-Pitre. Ça permettra déjà de résorber une partie, tout au moins, du déficit, mais également de l'accompagner dans l'animation de la ville. Et je suis heureux de voir qu'ils ont publié un poste qui correspond à mon programme, à savoir l'animateur du centre-ville, qui était important dans le cadre actuel pour redynamiser la ville. Et j'ai eu l'occasion la semaine dernière de signer pour le compte de la présidente et du département l'ORT, qui veut une partenariat avec la région, le département et Cap Excellence pour redynamiser la ville. Donc c'est des choses qu'il faut faire. Je pense qu'il faut encourager, quelle que soit l'équipe qui est là, il faut les encourager, il faut que la population puisse retrouver une certaine sérénité, que les travaux puissent se faire dans la ville, que le personnel puisse avoir confiance dans leurs élus, même si ce n'est pas moi qui suis là, parce qu'on a besoin de cela pour que la ville puisse retrouver son rang, puisqu'on le voit, c'est très important, réinvestir, finir les programmes qui étaient en cours. L'ANRU, et hier j'étais au conseil d'administration de la SIG, pouvoir permettre à la ville de retrouver ses marges de manœuvre, c'est très important. Ce sera long, mais il faudra le faire, il faut s'y atteler, c'est très important. Il n'y a pas de toute façon dans une entreprise, il n'y a pas, et également dans une collectivité, il faut un budget équilibré, il faut dégager des marges de manœuvre pour pouvoir investir. Très bien. Merci à vous, Marcel Sigiscard, d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie. J'espère pouvoir répondu à l'attente de la population. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Franc Parler sur Éclair TV.